Reste ici à l'avant quand on fera la pause café, si vous voulez vous en emparer, surtout faites-le. Et voilà, donc les personnes qui se voient peuvent donc venir maintenant à la table. Donc Christine Forey, Maryse Ledan, Jean-Marie François et Robert Botin. Je vous donne un micro, comme ça vous allez pouvoir prendre la parole alternativement. Voilà, donc comme vous le savez, ce colloque s'appelle aussi incubateur. Ça veut dire aussi que l'éducation physique mène à beaucoup de choses, et je dirais même mène à tout, vous allez vous en apercevoir. Et en même temps, l'éducation physique, elle est en phase avec son temps. En phase avec son temps, ça signifie tout simplement aussi qu'on s'intéresse à l'IA, on s'intéresse au smartphone, on s'intéresse aux nouvelles technologies. Alors, vous savez que c'est dans la Meuse la menteuse, c'est peut-être pas le journal le plus intellectuel du monde, mais même hier, dans ce journal, il y avait un édito qui parlait de l'IA et de ce qu'elle a de plus beau et de pire. Alors elle a des choses, les pires, les nouvelles technologies, c'est que ça amène les gosses à rester dans un fauteuil et à jouer à la PlayStation. Et en même temps, ça amène aussi les sportifs de haut niveau et tous ceux qui veulent pratiquer du sport à les utiliser. Il suffit de réfléchir à ce qui s'est passé pendant le confinement et à Strava qui a gardé un lien et qui a permis aux gens d'avoir beaucoup de plaisir à redécouvrir la nature. Bref, ce qui est important, c'est les personnes qui sont là aujourd'hui. Alors, on va commencer par les dames, parce que c'est toujours comme ça qu'on fait, même en éducation physique. Hein. Alors, Christine Forey, master en éducation physique et complémentaire en option biotechnologie. Et elle va certainement nous parler aussi de cette épidémie du sida qui avait marqué les gens, qui a amené d'ailleurs à plusieurs professeurs d'éducation physique qui à l'époque n'avaient pas d'emploi, parce qu'on était beaucoup à sortir, à devenir professeur de morale. Pourquoi? Parce que comme on était en pleine épidémie du sida et qu'à l'enseignement, il y a des gens qui s'étaient rendus compte que les seuls profs qui sortaient de fac de médecine, c'était les profs de gym, qu'ils étaient capables de gérer et d'animer une classe, et bien pas mal de mes camarades et moi-même avons sauté sur cette opportunité. Je l'ai gardée d'ailleurs, puisque j'ai fait presque toute ma carrière comme professeur de morale puis de philo. Donc voilà, elle va nous parler évidemment du sida et de l'intérêt de ces études au départ, parce que nous sommes d'abord des spécialistes de la santé. Maryse Ledan, on est également un petit peu dans le même trip, je vais dire santé. Elle va vous expliquer plein d'autres choses aussi dans d'autres domaines, puisqu'il y a aussi des ondes électromagnétiques, je crois, qui sont là derrière, avec toujours des incertitudes. Alors Jean-Marie François, c'est le chimiste des protéines, c'est un parcours absolument incroyable, de chercheurs en laboratoire dans toute une série de domaines. Bon, il s'est intéressé un peu à l'homme, mais aussi aux vers parasites, aux tiques, aux serpents, aux lapins, et j'en passe. Bref, il est passé par la VT pour revenir à l'homme. Et enfin, Robert Botin, cela, le meilleur certainement pour la fin, parce que c'est notre doyen à tous. Alors Robert Botin, plusieurs diplômes, notamment aussi en kiné, assistant de Lecomte. Alors ça ne parle pas aux jeunes, tant mieux pour vous, mais c'était une terreur à l'époque. Et donc ça, c'était un grand professeur de médecine. Il avait un grand désavantage, c'est qu'il confondait l'éducation physique et la médecine, et donc il était quand même très très exigeant avec nous. Bref, Robert Botin a travaillé sur pas mal de domaines, il va vous en parler. Il a également entraîné la PJ de Liège, introduit le judo à l'ADEPS, et aussi à l'IRMEP. Et je me souviens qu'à l'ADEPS, il était spécialiste donc des arts martiaux, et un jour il m'avait dit qu'il y en avait plus d'une centaine répertoriés, parce que vous savez qu'en karaté, il y a une douzaine de styles, et ils sont tous les meilleurs. On va peut-être demander donc à Robert d'entamer cette discussion, en ajoutant peut-être ce que j'aurais oublié, et surtout en soulignant l'intérêt de ces études d'éducation physique par rapport à la suite de sa carrière. Robert, le micro est devant toi. Ça fonctionne, vous m'entendez? Oui. Je suis renseigné comme physiologiste, ça me fait beaucoup d'honneur. Enfin, comme disait mon vieux prof Antarva, les honneurs et jouissent le cœur du vieillard. Donc comment suis-je arrivé en assistant en physiologie? En fait, par une part détournée. Quand j'ai terminé mon service militaire, je n'avais que 8 heures de cours à Télémanologie. Donc,
je me suis dit, ben, pourquoi pas faire la kiné? Je me suis inscrit à la kiné avec 2 autres licenciés, d'ailleurs, Harvey Barra et Judith Becquet, qui sont décédés malheureusement. Et à la fin de ma kiné, j'ai fait mon mémoire sur le comportement cardiovasculaire du vieillard à l'effort. Bon, j'avais inventé un appareil qui permettait de rééduquer le membre inférieur sans tenir compte du membre inférieur. Ce mémoire a été présenté à Lecomte, qui avait un demi-mandat d'assistant libre, qui était laissé libre par Jean-Marie Petit, qui était directeur de Barbou, et qui présentait sa thèse, qui travaillait à sa thèse de doctorat. Donc le comte m'a proposé ce mémoire d'assistant, que j'ai accepté, bien sûr. Alors, petit problème, j'avais suivi le cours de physiologie avec Henri Frédéric, le vieux prof Frédéric, qui terminait sa carrière d'ailleurs en 1955. J'ai une photo avec vous, peut-être tantôt, sur son dernier cours. Donc, je n'avais pas eu cours de physio avec le comte, qui m'a très diplomatiquement proposé de repasser son examen chez lui en physiologie, comme j'étais responsable d'une salle de travaux pratiques. Donc, j'ai repassé l'examen chez lui, à sa grande satisfaction. D'ailleurs, il m'a fait une confiance absolue. Donc, mon job à l'université en mi-temps, à surveiller des salles de travaux pratiques de 2e cordie, de 3e cordie médecine, conseiller les étudiants, les interroger en fin de la séance. Et le résultat, je faisais de la recherche essentiellement en consommation maximum d'oxygène, en rapport avec différentes formes d'exercice musculaire. J'ai 38 publications dans des revues scientifiques. On avait une équipe absolument formidable avec Frédéric Purnet, Jacques Damasio, Raymond de Rouen, sous la direction de Jean-Marie Petit, qui était un meneur d'homme absolument extraordinaire. Et donc voilà, j'ai des souvenirs assez extraordinaires d'ailleurs, parce que j'ai assisté, je me souviens, à une séance avec Eddie Merckx, qui préparait à ce moment-là son record du monde à Mexico. Le Mexique, comme vous savez, c'est 2000 mètres d'altitude, donc plus haut inférieur au niveau de la mer, donc ils veulent se renseigner sur les possibilités d'entraînement en hypoxie pour stimuler son hématopoïèse. Voilà. Alors on va peut-être demander à Christine Forceil, pardon. Oui, c'est écrit en plus. Voilà. On va lui demander si ce que Robert vient de dire, c'est-à-dire en matière de meneur d'hommes ou de femmes, peu importe, si les études en éducation physique ont cette spécificité et en quoi ça a été important dans votre carrière. Oui, en fait, c'est vrai que j'ai été professeur d'éducation physique pendant 8 ans, mais quand même, mais c'est clair que le fait qu'en 1990, c'était vraiment le plein essor du sida, de la biologie moléculaire, c'était une de mes passions. Et j'ai repris un master complémentaire en biochimie, option biotechnologie, pour ensuite intégrer le laboratoire de référence SIDA du CHU de Liège. Donc il y avait à l'époque 8 laboratoires de référence SIDA en Belgique. Et leur rôle était de confirmer les cas de séropositivité et d'assurer le suivi des patients sous traitement. Et donc j'ai très vite abandonné la recherche fondamentale, parce qu'au départ c'était plus de la recherche fondamentale sur le sida, mais vu l'ampleur du nombre de patients, j'ai vite été orientée vers le développement alors d'un secteur de culture cellulaire pour le suivi des patients. Donc c'était donc la mise en place d'un laboratoire de haute sécurité P3, qui était le premier laboratoire de haute sécurité ici à Liège, et tous les laboratoires de référence SIDA en Belgique devaient en avoir un, pour pouvoir faire des cultures cellulaires et évaluer évaluer la dangerosité des souches qui affectaient les patients, parce qu'il y avait certaines souches qui étaient plus virulentes que d'autres. Et donc, ça pouvait aider le médecin pour la mise en place du traitement AZT, etc. On pouvait aussi évaluer en culture les résistances aux antibiotiques. Donc, c'est vrai que l'éducation physique, on en est loin là, mais c'est clair que c'est chaque fois des défis, quoi. Et on est amené à tout le temps
rebondir et pouvoir réagir en fonction de l'actualité. Donc à ce moment-là, c'était le sida. Mais tout de suite après le laboratoire de haute sécurité, ce qu'il a fallu faire, c'était la certification ISO 17025, donc pour la qualité des résultats d'analyse. Donc tous les laboratoires de référence SIDA devaient être accrédités. Et on m'a confié aussi la tâche d'accréditer ce laboratoire. Ça a pris 2 ans, mais c'était aussi un défi parce que c'était faire travailler ensemble et mettre en place des procédures pour confirmer la qualité des résultats en final, la qualité des résultats d'analyse, puisque c'était important de pouvoir confirmer la séropositivité et faire ce que nous avions à faire. Donc après ça, évidemment, quand tout a été fait, je me suis vite pas ennuyée, mais je me suis dit qu'est-ce que je vais relever comme nouveau défi, quoi. Et il y avait une spin-off de l'université qui s'est créée pour évaluer le stress oxydant chez des patients, certaines pathologies, mais également chez des sportifs de haut niveau. Donc à l'époque, nous avons suivi, donc j'ai été engagée comme business développeuse pour cette société. Et l'objectif était de sensibiliser les médecins. Je travaillais sur la partie francophone en France, en Suisse. Donc on rencontrait des leaders d'opinion dans le domaine médical au niveau de la nutrition ou du suivi de sportifs de haut niveau. Et on leur proposait de réaliser des bilans sanguins pour évaluer le statut de stress oxydant des personnes. Donc on a travaillé avec l'équipe de France de football, à l'époque de Zinedine Zidane en 2006. Et donc on évaluait le stress oxydatif et ça permettait aux médecins, le docteur Ferret, d'adapter la complémentation, la supplémentation et l'alimentation des sportifs, quoi. Donc voilà, oui, c'est très bien parce que malheureusement nous sommes limités dans le temps. Alors, vous avez été inspiratrice puisque Maryse Leblanc a un peu suivi vos traces. Exactement. Voilà, donc on va lui donner la parole. Et elle est passée, elle, d'ambiance ICEPIenne puisqu'elle a travaillé chez Maurice Piron. Voilà, et puis ensuite, elle est passée du labo à la com. Elle va nous expliquer rapidement, hein, puisqu'on est des professionnels d'éducation physique, on peut aller vite parfois, ce parcours aussi très riche et absolument étonnant de chercheuse. Voilà. Parce qu'elle a même atterri dans le laboratoire de référence SIDA pendant 1 an ou 2, donc c'est là que je la connais. Allons-y brièvement. De l'éducation physique à où je suis maintenant, effectivement, c'est un petit peu curieux. Mais si on y réfléchit, on en parlait justement avec Christine pendant à l'accueil là-bas, il y a chaque fois un fil quelque part qui permet de comprendre un petit peu le parcours. Donc effectivement, après l'éducation physique, j'ai eu la chance de travailler avec Maurice Piron et Marc Clouse en pédagogie. J'ai beaucoup travaillé là, commencé sur les analyses statistiques, sur le développement un peu. Je me souviens avoir été celle qui a été trouvée à l'époque, le professeur Krillard notamment, ça m'avait marqué, pour voir s'il était intéressé par avoir Internet dans son bureau. Et à l'époque, il me demandait mais à quoi ça sert Internet, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Et oui, au début, il m'avait même dit en rigolant, oui, c'est juste pour Pierron, pour qu'il puisse discuter avec ses collègues du Portugal. Je l'entends encore. Et puis au final, il m'a demandé, et est-ce que ça va me permettre de consulter des articles scientifiques de mon bureau? Ce à quoi je lui ai répondu oui. Alors il a dit, alors oui, je veux bien avoir Internet dans mon bureau. Enfin, bon, ça montre aussi les quelques années qui sont passées depuis cette époque, puisque là, on devait se retrouver en 93, 94, quelque chose comme ça. On avait encore Maurice Piron qui avait son zzzz quand il se connectait à Internet. Et donc voilà, on est quand même dans une autre époque. C'était quoi la question? La question, c'est un prétexte, donc vous pouvez continuer puisque vous êtes passé aussi aux ondes magnétiques et ce genre de choses. Et la communication, bien entendu. Donc après mes 8 belles années à l'ICEP, j'ai
une période de chômage qui m'a permis de me réorienter vers la construction justement de sites web. Et je gardais de cette éducation physique cette envie de partager, cette envie de communiquer, etc. Et j'ai eu l'opportunité de commencer à travailler dans un groupe de recherche ici au CHU sur les champs électromagnétiques. Champs électromagnétiques et santé, en particulier champs 50 Hz, donc de l'électricité, tous les champs d'électricité et la santé. Et en particulier au début, justement, sur cette partie de la communication via le site web. Voilà, de fil en aiguille, avant ça, je suis effectivement passée par le labo référence SIDA. De nouveau, la logique n'apparaît pas comme ça, mais il y a une logique. Et puis alors, en 2017, j'avais commencé à ce moment-là, j'avais quitté un peu la partie communication, j'étais partie plus dans des activités de recherche, et j'ai eu la chance d'avoir un poste qui s'ouvre à Cienzano. C'est comme ça que je me suis retrouvée à continuer à travailler sur les champs électromagnétiques à Cienzano, puisque Cienzano, ce n'est pas que le Covid, il y a beaucoup d'autres choses là-bas. Et donc, voilà, je travaille en partie sur les champs électromagnétiques, ça reste la plus grosse partie de mon travail, et l'autre partie, c'est les perturbateurs endocriniens. Voilà. Ce que je garde de l'éducation physique, pour répondre un peu à la question que vous aviez posée à Christine Forcey, c'est ce contact humain. Et ce que je fais en particulier dans mon travail, ce sont toutes les études humaines. Donc toutes ces études où on va vraiment trouver les gens, on a des volontaires, on va recruter des volontaires, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que je garde du sport, avec d'autres choses en collaboration avec d'autres. Je suis assez agréablement surprise de voir l'évolution de ce qu'on appelle l'activité physique sur ordonnance. Et on a un service qui fait des études sur ce genre de choses. Je sais que mon fils, par exemple, Xavier, que tu connais bien, a eu à un moment donné une ordonnance de sport. Donc le médecin traitant lui a donné 10 séances de natation à faire. Et c'était la première fois que j'en entendais parler, je m'étais dit, mais quelle bonne idée! Et c'est quelque chose qui se développe visiblement. Je ne sais pas trop en Wallonie comment ça avance, mais en Flandre, en tout cas, il y a énormément de choses qui se font à ce niveau-là, et je pense que c'est tellement une bonne idée. Donc voilà, si je dois faire le lien de mon parcours par rapport à l'éducation physique, c'est principalement ça. Ce besoin, cette envie de continuer avec le contact humain, et cette importance que je vois de l'activité physique en prévention et dans le sport pour tous. Pas tellement le sport de compétition, mais en tout cas dans le sport pour tous. Voilà, alors Jean-Marie, pour terminer, puisque lui a aussi une brillante carrière de chercheur, mais international, il va nous en donner deux, trois pistes. Et surtout, il ne va pas détailler parce que nous aurions alors un colloque qui lui serait consacré, il le mérite peut-être d'ailleurs. Alors, en ce qui concerne le sport pour ordonnance, autant rebondir sur la chose, le professeur Mouton est absent, puis pour des raisons personnelles, mais on sait qu'il a mis en place une salle de sport sur ordonnance, qui est en fait une espèce de laboratoire de la chose, à Hambourg, et ça fonctionne très très bien, c'est remarquable. Donc voilà, il y a des initiatives qui sont parties de l'Institut et qui vont, à mon avis, s'étendre ici en Wallonie. Alors, Jean-Marie, une carrière assez étonnante, de très haut niveau. D'autres biochimistes pourraient être ici, comme M. Bram, comme Philippe Ledan, et d'autres qui ont fait des carrières assez extraordinaires en étant professeur d'éducation physique à la base. Bon, en quelques mots, je sais que c'est frustrant, mais ce sera le lot de tous les intervenants aujourd'hui. Quelle carrière et quel lien avec l'éducation physique? En fait, moi j'ai commencé, j'ai fait mon mémoire en biochimie musculaire, et ça m'a plu beaucoup ce travail de mémoire, et j'ai eu l'opportunité d'avoir des contrats de recherche après ce mémoire-là, donc je me suis dirigé vers ça, et donc on a entamé une collaboration avec la Mayo Clinic au Minnesota, et je suis allé là-bas. Et c'est là-bas que mon promoteur, mon superviseur, m'a conseillé de faire une thèse de doctorat. Et donc j'ai fait une thèse de doctorat à ce moment-là qui était disponible pour l'éducation physique. C'était la thèse en sciences biomédicales expérimentales. C'est ce que j'ai présenté. Et c'était aussi une façon, je voulais continuer ma recherche, ma carrière en recherche, c'était une façon d'obtenir de la crédibilité, surtout au niveau international, parce qu'un professeur d'éducation physique aux États-Unis, c'est pas du même niveau scientifique que nous. Hein.
c'est très différent. D'ailleurs, mon promoteur m'avait dit, ne dis jamais que tu as fait l'éducation physique, dis que tu es chimiste des protéines. Donc, c'était une façon d'un petit peu crédibiliser dans le domaine de la recherche. Après ça, il y a eu deux mots qui m'ont plu dans ce que Christine a mentionné, c'est la partie défi et rebondir. Donc ça caractérise pas mal ma carrière aussi. Les défis, en fait, j'ai eu une multitude de postes de recherche. Je pense que c'est lié à la fois aux circonstances, hein, soit de contrat, il fallait trouver un nouveau. Et aussi, l'autre chose, c'est ma personnalité. Je pense qu'une fois que j'avais fait le tour d'un domaine, j'étais content de le quitter, de recommencer. Voilà, chaque fois un nouveau défi. Maintenant, la liaison avec l'éducation physique, qu'est-ce que l'éducation physique m'a apporté? La première chose, c'est au niveau formation scientifique. Je parlais de la Mayo Clinique, là je me suis retrouvé à la Mayo Clinique avec comme dans les institutions de recherche, il y a très souvent des séminaires, continuellement en fait, au moins 2 fois par semaine, il y a des séminaires, des personnes de très haut niveau qui viennent nous parler. Et je me suis trouvé dans ces séminaires-là et j'arrivais à suivre. Déjà, avec le niveau d'éducation physique, j'arrivais à suivre les exposés. L'autre chose en relation avec l'éducation physique, c'est ce qui m'a toujours un peu étonné, c'est surtout travaillant dans les sociétés privées, c'est que la plupart du temps, c'est assez individualiste. Alors que notre formation, on apprend dans nos tripes que pour réussir, il faut jouer d'équipe. Et ça m'a souvent manqué, en fait. Je me suis parfois trouvé dans des situations où j'avais amené le ballon près du goal, je faisais la dernière passe, il n'y avait personne pour concrétiser. Donc, qu'est-ce que m'a apporté aussi l'éducation physique? C'est souvent une vue d'ensemble, un petit peu la vue du coach sur le bord du terrain, où on voit les personnes qui coincent, les personnes qui se débrouillent bien. Donc ça, et souvent, je trouvais que même aux ressources humaines, ils ne voyaient pas ces problèmes-là. Je pense qu'on est pas mal formés à voir très vite, en fait, voir dans un terrain les particularités de chaque joueur. Dans une société, dans une équipe de travail, c'est la même chose. Voilà ce que je pourrais dire. Et là, oui, pardon, je t'en prie. Et l'autre chose, c'était aussi la vue d'ensemble. Je pense que je me suis trouvé très souvent avec des chimistes, où on voit les choses au niveau moléculaire, très, très moléculaire, alors que avec notre formation, on a quand même une vue globale du fonctionnement du corps humain, et bien sûr, très, très, très axé sur les parties moléculaires, mais tout le temps en gardant cette vision d'ensemble que je dis que la plupart des collègues n'avaient pas vraiment. Voilà, donc l'approche holistique. Est-ce qu'il y a une question ou l'autre dans la salle? Levez la main, parlez fortement. On vous écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question à l'un ou l'autre des intervenants, ou une question générale à laquelle ils vont répondre? Je sais que l'exercice est très frustrant, mais voilà, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais y a-t-il quelqu'un qui désire poser une question? Si ce n'est pas le cas, je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre présence, de votre témoignage inspirant.